Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la DOC de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. La séance d'aujourd'hui sera consacrée au sport à l'adolescence pour mieux en comprendre les freins à la pratique. De récents travaux de l'INJEP se sont intéressés à la manière dont les adolescents font du sport. En effet, Jean-Paul Caille, expert scientifique pour la MEDES, mission enquête, données, études statistiques de l'INJEP, a publié dans la collection INJEP Analyse et Synthèse 2 numéros consacrés à cette question. Il s'agit de entre 14 et 18 ans, un jeune sur 4 abandonne la pratique régulière du sport, paru en 2026. Cette analyse s'appuie sur 2 enquêtes menées avec l'ADEP, qui est la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, service statistique du ministère de l'Éducation nationale, et 2, un collégien sur 5 ne fait pas de sport régulièrement pendant ses loisirs, paru en 2025. Mathilde Clément, chef de la MEDES à l'INJEP, viendra présenter les principaux résultats de ces 2 publications, préciser les différences observées selon les profils des adolescents, le genre, leur statut social ou encore leur lieu d'habitation. Comme à chaque édition des rendez-vous de la DOC, cette présentation sera suivie d'un temps d'échange de questions-réponses basées sur vos questions que vous pouvez poser dès à présent en utilisant le système Q&R en bas de votre écran. Cette séquence sera animée par Joachim Timothéo, chef de la mission études et recherches de l'INJEP. Avant de laisser la place à Mathilde Clément, je vous rappelle que les rendez-vous de la DOC sont enregistrés et seront rapidement mises en ligne sur le site de l'INJEP, www.injep.fr. Vous trouverez également sur le site de l'INJEP la bibliographie sur les adolescents et le sport réalisée par la mission documentation. Un dernier mot encore pour remercier la mission valorisation et diffusion de l'INJEP qui a organisé cet événement et en assure tous les aspects techniques. Je vous laisse maintenant avec Mathilde Clément pour nous permettre de mieux comprendre les freins des pratiques sportives des adolescentes et des adolescents. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne séance. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui pour assister à ce webinaire de l'INJEP consacré à nos travaux sur les adolescents éloignés de la pratique sportive. On va essayer ensemble de répondre à plusieurs questions aujourd'hui. Combien sont-ils, ces adolescents éloignés de la pratique sportive? Quelle part des adolescents sont concernés? Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les différencie des autres adolescents? Et puis on va essayer d'identifier des pistes concernant les raisons et les freins qui les détournent du sport. Alors la présentation va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous présenter les données qui ont permis de conduire ces travaux, ainsi que les travaux récents de l'INJEP sur ce sujet du sport à l'adolescence. Et puis, dans un deuxième temps et dans un troisième temps, je vous présenterai plus en détail les principaux résultats de 2 études que nous avons publiées, une l'année dernière sur les adolescents qui, au collège, ne pratiquent pas régulièrement un sport à 14 ans, et une deuxième étude qui est parue il y a quelques semaines sur ceux qui cessent de pratiquer régulièrement un sport entre leurs 14 ans et leurs 18 ans. Donc, dans un premier temps, quelles sont les données et quels sont les travaux que l'INJEP a publiés sur ce sujet du sport à l'adolescence? Les résultats que je vais vous présenter s'appuient exclusivement sur des données de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation nationale, l'ADEP, qui est le service statistique du ministère de l'Éducation nationale. L'INJEP, nous sommes le service statistique du ministère qui est notamment en charge des sports, et nous avons travaillé avec l'ADEP sur certains de ces projets pour pouvoir disposer de données sur la pratique sportive à l'adolescence qui ont permis les travaux que je vous présente aujourd'hui. Donc plusieurs données sous-jacentes. D'abord, la principale, c'est le panel d'élèves 2011 de l'ADEP. Le panel d'élèves 2011 de l'ADEP, c'est quoi? C'est une cohorte d'élèves qui sont entrés au CP en septembre 2011. Et l'ADEP a conduit plusieurs enquêtes auprès de ces élèves à différents moments de leur parcours scolaire. La première qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'enquête sur les activités des jeunes en dehors du collège, l'enquête AGEC, qui a été conduite en 2019 auprès de 13 000 élèves qui ont été interrogés. Donc la plupart étaient à cette époque-là en classe de 4e.
Et on a construit tout un questionnement sur leurs activités et notamment sur leur pratique d'activité physique et sportive, grâce notamment à un financement du ministère des Sports. La deuxième enquête, c'est l'enquête Jeunes et Orientation que l'ADEP a conduite en 2023 auprès de 11 000 des élèves du panel qui étaient à ce moment-là pour la plupart en classe de terminale. Donc c'est une enquête qui n'est pas exclusivement sur les activités en dehors de l'école, puisqu'elle porte sur plein d'autres domaines, notamment l'orientation, mais elle reprend certaines questions de l'enquête AGEP, pas toutes, mais certaines, ce qui nous permet de faire des comparaisons entre ces deux enquêtes et ces deux temporalités différentes. Et puis enfin, l'ADEP avait aussi mené des enquêtes auprès des familles dont on utilise certaines informations. Une en 2012 lorsque les élèves étaient au CP et la seconde en 2016 lorsqu'ils étaient pour la plupart en classe de CM2. Alors ces dernières années, l'INJEP a mobilisé ces données pour mener différents travaux d'études sur le sport à l'adolescence. C'est des travaux qui ont été conduits par Jean-Paul Caille, qui est expert scientifique auprès de l'INJEP et qui connaît très bien ces données des panels puisqu'il a longtemps travaillé à l'ADEP, le service statistique du ministère de l'Éducation nationale. Donc à gauche, à gauche de l'écran, vous avez les trois principales études que nous avons publiées, dont nous allons reprendre certains résultats aujourd'hui. Une première étude sur les collégiens qui pratiquent, qui est parue dans France Portrait Social, un ouvrage de l'INSEE en 2020. Et puis deux études parues plus récemment dans les collections de l'INJEP. Une étude qui porte spécifiquement sur les collégiens qui ne pratiquent pas régulièrement à 14 ans. Et puis la seconde dont je vous ai parlé, sur ceux qui décrochent de la pratique sportive entre le collège et le lycée. À droite, vous avez aussi d'autres études que nous avons publiées à partir de ces données de l'ADEP et des deux enquêtes dont je vous ai parlé et qui traitent de près ou d'un peu moins près de pratiques sportives, mais on va pas en parler aujourd'hui. Donc passons maintenant au cœur de ce webinaire et aux résultats de ces travaux d'études. Grâce à l'enquête AGEC sur les activités des jeunes en dehors du collège, on a observé 13 000 jeunes de 14 ans, la plupart en quatrième, je vous l'ai dit. Et donc on peut analyser leur lien au sport. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc à 14 ans, on observe que 4 collégiens sur 5 font du sport régulièrement. Régulièrement, ça veut dire au moins une fois par semaine pendant leurs loisirs en période scolaire. Donc pendant leurs loisirs, c'est en dehors des cours d'EPS obligatoires au collège. Et donc si 4 collégiens sur 5 font du sport régulièrement, c'est évidemment qu'un collégien sur 5 ne pratique pas régulièrement. C'est le personnage que vous avez représenté à droite sur votre écran. Et donc on va s'intéresser au groupe représenté par ce personnage-là, un collégien sur 5 qui ne pratique pas régulièrement un sport à 14 ans. Donc, avant de commencer, je précise tout de même que c'est pas évidemment quelque chose de tout noir ou tout blanc, hein. Ce groupe de collégiens qui ne pratiquent pas régulièrement à 14 ans, en fait, ils n'ont pas forcément arrêté toute activité sportive. Finalement, on en a un gros tiers qui ont arrêté toute activité sportive, mais deux petits tiers qui continuent à pratiquer moins d'une fois par semaine, donc entre une fois par an et 2 fois par mois. Donc, de qui s'agit-il? Qui sont ces collégiens et ces collégiennes qui ne pratiquent pas régulièrement un sport à 14 ans? Alors, premier résultat frappant ici en vert, les filles sont plus nombreuses que les garçons à ne pas pratiquer régulièrement, puisque vous voyez que 21,5% des filles ne pratiquent pas régulièrement un sport à 14 ans, contre 13,5% des garçons. Deuxième résultat, ici en bleu, on mesure des écarts élevés selon le milieu social des familles. Donc là, vous lisez en exemple les taux de non-pratique régulière selon la catégorie socio-professionnelle de la famille pour les familles d'employés ouvriers ou celles de cadres ou chefs d'entreprise. Et vous voyez que quand l'enfant est fils d'employé, fils ou fille, pardon, d'employé ou d'ouvrier, dans 21% des cas, il ne pratique pas régulièrement un sport à 14 ans, alors que quand ses parents sont cadres, c'est plutôt de l'ordre de 10% des cas. On a exactement le même type de résultat selon le diplôme ou selon les revenus de la famille. Troisième résultat qui apparaissent ici à droite de votre écran, en turquoise et en marron, le lien familial au sport semble très important. Ici, vous lisez qu'il s'agisse de la mère ou du père, donc la mère plutôt dans les couleurs turquoises et le père dans les tons marrons, s'ils ne sont eux-mêmes pas pratiquants sportifs, leurs enfants sont aussi beaucoup plus souvent non pratiquants réguliers d'un sport à 14 ans.
Et on retrouve ce type de résultat sur d'autres aspects du lien familial au sport. Par exemple, le fait que les parents pratiquaient régulièrement un sport avec leur enfant quand il était plus jeune, au cours préparatoire ou au CM2. On observe aussi des écarts selon que les enfants partent plus ou moins longtemps en vacances et qu'ils pratiquent pendant ces vacances des activités sportives, selon qu'ils partent ou non en colonie de vacances, selon que leurs parents aient assisté ou non à un événement sportif l'année passée. Donc finalement, ce lien familial au sport, il est observé dans différentes dimensions et il semble très lié à la pratique régulière ou non du sport à 14 ans. Donc ici, ce que vous avez à l'écran, ce sont ce qu'on appelle des statistiques descriptives simples qui croisent le fait de ne pas pratiquer régulièrement un sport à 14 ans avec certaines variables qu'on observe dans l'enquête. Donc on mesure ainsi des écarts bruts entre de taux de pratique régulière du sport. Mais ce qui est plus intéressant maintenant, c'est de regarder, toutes choses égales par ailleurs, l'influence croisée de toutes ces caractéristiques observées. Et là, qu'est-ce qui reste? Donc l'importance du genre, elle demeure. Toutes choses égales par ailleurs, les filles sont beaucoup plus souvent non pratiquantes que les garçons. En revanche, le rôle du milieu social, il disparaît complètement, toutes choses égales par ailleurs, au profit du lien familial au sport. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les écarts bruts entre milieux sociaux que l'on observe par exemple ici entre les enfants d'employés ouvriers et ceux de familles cadres ou chefs d'entreprise, ils sont bien réels, mais ils viendraient d'abord du fait que dans les familles de cadres, le lien au sport, il est facilité, il est plus ancré. Les parents pratiquent eux-mêmes davantage, ils pratiquaient davantage avec leurs enfants dans leur enfance, ils partent plus et plus longtemps en vacances, en colonie, etc. Autrement dit, finalement, deux collégiens qui partageraient sur ces aspects de rapport au sport de leur famille la même situation, eh ben, finalement, ils auraient une pratique sportive proche, quels que soient les revenus ou la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. Alors, dans l'enquête sur les activités des jeunes en dehors du collège, on a aussi interrogé les jeunes sur leur perception vis-à-vis du sport, en leur demandant d'une part ce que permet le sport selon eux, et d'autre part ce qui leur déplaît dans le sport. À chaque fois, ils avaient une liste d'items qui leur était proposée. Et pour chaque item, ils pouvaient dire si, selon eux, c'était quelque chose que le sport permet ou pas, et si c'était quelque chose qui leur déplaît dans le sport ou pas. Alors ici, on regarde ce que permet le sport selon les deux groupes de collégiens. Donc en orange, on a ceux qui ne pratiquent pas régulièrement à 14 ans, et en bleu, ceux qui pratiquent régulièrement un sport à 14 ans. Les trois items les plus cités, ils apparaissent ici à l'écran. Le premier, rester en bonne santé. On voit qu'il y a une forme de consensus sur le fait que le sport permet de rester en bonne santé, même si ceux qui ne pratiquent pas retiennent un petit peu moins fréquemment l'item, puisque 85% d'entre eux estiment que le sport permet de rester en bonne santé, alors que c'est 94% de ceux qui continuent qui pratiquent régulièrement au collège. Deuxième item qui est relativement cité, c'est le fait de s'amuser, de prendre du plaisir, de se défouler. Là, on observe un écart un peu plus grand entre les non-pratiquants, qui sont 74% à retenir cet item, et les pratiquants, qui sont 93%. Et enfin, troisième item, le fait que le sport permet de passer de bons moments avec ses amis. Ici encore, c'est un item qui est largement cité, et un peu plus souvent par les pratiquants que par les non-pratiquants. D'autres items cités qui sont un peu moins majoritaires dans l'ensemble de la population des collégiens, mais pour lesquels on observe des écarts plus forts entre les non-pratiquants et les pratiquants à 14 ans. Donc les non-pratiquants toujours en orange et les pratiquants en bleu. Ici, c'est des items qui semblent liés plutôt à l'acquisition de compétences. On a apprendre le goût de l'effort, acquérir une meilleure confiance en soi et renforcer sa capacité à apprendre. Ces trois items, qui sont moins cités par les non-pratiquants réguliers que par les pratiquants, on a de l'ordre de 20 points d'écart à chaque fois. Du côté de ce qui déplaît dans le sport maintenant. Les trois items les plus cités, vous les avez là à l'écran. Premier item, ce n'est pas agréable de pratiquer seul. C'est un item qui est davantage cité par les non-pratiquants à 56% que par les pratiquants à 41%. Au milieu du graphique, il faut être performant, aimer la compétition, qui est presque autant cité par les pratiquants et les non-pratiquants et qui ressort comme quelque chose de déplaisant dans le sport pour une grande partie des répondants.
Et enfin, les cours de PS n'incitent pas à faire du sport. C'est le troisième item qui est un petit peu plus cité par les non-pratiquants, comme vous voyez à droite de l'écran. D'autres items sur ce qui déplaît dans le sport sont davantage cités par les non-pratiquants réguliers que par les pratiquants à 14 ans. En premier lieu et à gauche de l'écran, le désamour du sport. Vous voyez que 29% des non-pratiquants réguliers disent que le sport est un loisir qu'ils n'ont jamais aimé, contre 10% des pratiquants réguliers. Donc on a quand même un écart très significatif, même si les niveaux sont relativement modestes. Et enfin, les contraintes. Cela coûte trop cher. Les équipements sportifs sont trop éloignés. Cela prend trop de temps en période scolaire. Ce sont trois items sur ce qui déplaît aussi dans le sport, qui sont davantage cités par les collégiens non pratiquants réguliers d'un sport que par ceux qui pratiquent régulièrement à 14 ans. In fine, qu'est-ce qu'on retient de cette première étude sur les collégiens qui ne pratiquent pas régulièrement un sport à 14 ans? Les filles pratiquent moins que les garçons. Le rapport au sport des parents semble plus déterminant que le milieu social. Et ils ont, ces non-pratiquants, une vision moins positive du sport. Ils citent moins souvent le fait de s'amuser et prendre du plaisir comme quelque chose que permet le sport, ainsi que les items liés à l'acquisition de compétences. Et en revanche, ils citent plus souvent que ce n'est pas agréable de pratiquer seul, qu'ils n'ont jamais aimé le sport et que les cours de PS n'incitent pas à faire du sport. Alors, on enchaîne sur la deuxième étude, la troisième partie, qui est consacrée aux adolescents qui cessent de pratiquer régulièrement un sport entre 14 et 18 ans, donc entre les deux enquêtes, l'enquête qui est menée à 14 ans et celle qui est menée à 18 ans. Donc, vous vous souvenez, au collège à 14 ans, on avait 4 collégiens sur 5 qui pratiquaient régulièrement une activité sportive et 1 sur 5 qui ne pratiquaient pas régulièrement. Qu'est-ce qui se passe au lycée? Eh bien, à 18 ans, parmi les 4 collégiens qui pratiquaient régulièrement un sport, 3 pratiquent toujours régulièrement à 18 ans, tandis que le quatrième, il a cessé cette pratique régulière. Et quid du collégien qui ne pratiquait pas à 14 ans? Eh bien, grosso modo, dans un cas sur deux, il ne pratique toujours pas régulièrement à 18 ans, mais dans l'autre cas, il est devenu un pratiquant sportif régulier à 18 ans. Donc, in fine, on a une évolution du taux de pratique régulière qui s'établissait à 82% à 14 ans au collège, qui diminue à 69% au lycée à 18 ans. Donc, dans la partie précédente, on avait étudié les caractéristiques du groupe représenté par le personnage à droite de votre écran, là, celui qui ne pratique pas régulièrement un sport à 14 ans. Et donc, dans cette partie, on va analyser le groupe représenté par le personnage qui est entouré ici à l'écran, celui ou celle qui pratiquait régulièrement un sport à 14 ans, mais qui a cessé cette pratique à un moment donné entre ses 14 et ses 18 ans et qui ne pratique donc plus régulièrement à 18 ans. Et on va comparer les caractéristiques de ce groupe à celle de ses 3 camarades qui, eux, ont continué la pratique sportive entre leurs 14 ans et leurs 18 ans. Donc, comme tout à l'heure, pour commencer, donc ces adolescents qui cessent la pratique sportive, on va les appeler pour simplifier des décrocheurs sportifs, mais en réalité, ils ne cessent pas forcément toute pratique. L'arrêt total du sport concerne un quart des cas, et dans les 3 quarts des cas, les jeunes continuent à pratiquer de façon plus ou moins épisodique, moins d'une fois par semaine. Et les chiffres exacts, ce sont 44% qui continuent à pratiquer 1 ou 2 fois par mois et 28% moins d'une fois par mois. Qui sont ces jeunes qui décrochent du sport entre 14 et 18 ans? Comme tout à l'heure, on va regarder selon les caractéristiques observées dans les enquêtes. Ici encore, en vert, à gauche de votre écran, le décrochage sportif concerne davantage les filles que les garçons. On a 34% des filles qui pratiquaient régulièrement à 14 ans qui ne sont plus pratiquantes régulières à 18 ans, contre 18% des garçons. Deuxième résultat, selon la situation scolaire. À 14 ans, tous les élèves étaient au collège. On n'avait pas vraiment de différence de parcours observable. À 18 ans, ils ont suivi des cursus variés. Et ce qu'on observe, c'est ce que vous voyez ici au milieu de l'écran dans les tons bleus. Les lycéens et lycéennes généraux abandonnent moins souvent la pratique régulière que les lycéens technologiques, qui eux-mêmes abandonnent moins souvent que les lycéens professionnels. Troisième résultat à droite de l'écran dans les tons marrons.
Donc, on observe des écarts bruts de décrochage sportif selon le milieu social d'origine de l'adolescent. Par exemple, selon la catégorie socio-professionnelle, ici on a représenté le taux de décrochage des enfants de familles d'ouvriers non qualifiés, qui est plus élevé que celui des enfants de familles d'employés, lui-même plus élevé que celui des enfants de familles de cadres ou de chefs d'entreprise. Mais exactement comme tout à l'heure pour l'étude de la probabilité de pratiquer ou non un sport régulièrement à 14 ans, quand on analyse ces mêmes résultats, toutes choses égales par ailleurs, en regardant l'influence croisée de toutes ces variables sur le risque de décrocher du sport entre 14 et 18 ans, eh ben, les choses changent. L'influence du genre et celle de la situation scolaire, celle d'être en lycée général versus technologique versus professionnel, elle demeure. En revanche, exactement comme tout à l'heure, l'influence du milieu social, qu'elle soit mesurée comme ici à l'écran par la catégorie socio-professionnelle ou bien qu'on la mesure par le diplôme ou par les revenus de la famille, elle disparaît, elle n'est plus significative sur le risque de décrochage entre 14 et 18 ans. Et ce qui reste significatif, en revanche, c'est d'une part, et comme tout à l'heure encore, le lien au sport de la famille, et d'autre part, le lien personnel au sport. Le lien personnel au sport, on peut davantage l'étudier ici, grâce au fait qu'on dispose justement de ces deux enquêtes successives, et que le jeune qui décroche, eh bien, il pratiquait à 14 ans, donc on a des informations sur le type et le volume d'activités sportives qu'il pouvait pratiquer à 14 ans. Et donc, c'est grâce à ces deux points qu'on peut aussi étudier l'influence du lien personnel au sport de l'élève. Donc, voici quelques écarts bruts qui sont représentés ici à l'écran. À gauche, dans les tons bleus, vous avez l'influence familiale. Donc, vous voyez que, encore une fois, le fait que la mère pratique ou ne pratique pas un sport est déterminant sur le risque, enfin, sur le décrochage scolaire de l'enfant. C'est exactement la même chose pour la pratique sportive du père. Le fait que les parents pratiquaient un sport avec l'enfant, ici à l'écran, quand il était au CM2, bah, on voit que si cette pratique est régulière, ça diminue significativement la part d'enfants qui décrochent. Et puis à droite, vous avez tout ce qui concerne le lien individuel de l'élève au sport. Donc on voit que quand l'élève était un pratiquant régulier, mais très régulier, c'est-à-dire qu'il pratiquait plusieurs fois par semaine à 14 ans, eh ben, 23% décrochent du sport à 18 ans, alors que quand il ne pratiquait que une fois par semaine, 40% décrochent du sport. Et enfin, une autre information intéressante, dans le cadre du sport licencié, on voit que si le jeune détenait une licence sportive à 14 ans, eh bien, il décroche aussi moins souvent du sport que s'il il était pratiquant sportif, mais non licencié. Alors, passons maintenant à l'évolution de la perception de ce qui déplaît dans le sport entre 14 et 18 ans, selon que l'on décroche du sport en orange ou selon que l'on continue, c'est ce qu'on va appeler les persévérants, qui sont représentés ici en vert. Donc, dans l'enquête Jeunes et orientation, celle qui interroge les jeunes à 18 ans au lycée, on a malheureusement un peu moins d'informations que dans l'enquête sur les activités des jeunes en dehors du collège, comme je vous le disais au début de la présentation. Et par exemple, cette enquête à 18 ans, elle ne reprend pas la question sur ce que permet le sport, on a uniquement la question sur ce qui déplaît dans le sport. C'est pour ça que je vais uniquement vous présenter ces résultats-là ici en évolution entre les deux enquêtes. Donc ici, vous avez la part des jeunes qui déclaraient chaque item à 14 ans, selon qu'ils deviennent à 18 ans des décrocheurs ou qu'ils persévèrent dans le sport. Et vous voyez que dans la plupart des cas, les futurs décrocheurs déclaraient déjà plus souvent à 14 ans, alors même qu'ils étaient pratiquants sportifs réguliers, ces items qui sont liés à une mauvaise image ou à des contraintes liées au sport. Maintenant, on va regarder comment cette vision évolue à 18 ans. Alors là, c'est un petit peu compliqué, donc on va regarder item par item. D'abord, tout en haut, le fait de déclarer que c'est pas agréable de pratiquer seul. Vous voyez que la moitié des décrocheurs citent cet item, près de la moitié, 48%, à 18 ans, à peine plus qu'à 14 ans, tandis que c'est un item qui diminue nettement pour les persévérants. Donc, in fine, on a un vrai écart et significatif, toutes choses égales par ailleurs, sur cet aspect, le fait que ce n'est pas agréable de pratiquer seul, entre les décrocheurs et les persévérants. Ensuite, on passe tout en bas du graphique sur le désamour du sport.
qui, même si en niveau, il est l'item le moins cité, on constate que les futurs décrocheurs, ils étaient déjà 2 fois plus nombreux à déclarer que le sport est un loisir qu'ils n'ont jamais aimé quand ils avaient 14 ans, avant même de décrocher. Et surtout, leur proportion, elle est doublée à 18 ans, alors qu'elle reste stable pour les persévérants, à 9%. Par ailleurs, l'image des cours de PS se dégrade nettement. C'est pas quelque chose qui distingue tellement les décrocheurs et les persévérants. D'ailleurs, le faible écart qu'on observe ici, il n'est pas significatif, toutes choses égales par ailleurs. Néanmoins, la progression de cet item entre 14 et 18 ans, elle est suffisamment forte pour être soulignée. Et enfin, on a deux derniers items qui sont représentés ici, qui sont liés aux contraintes qui progressent. Et cette progression, elle est plus forte et significative pour les décrocheurs que pour les persévérants. Ces deux items, c'est celui sur le fait de déclarer que cela prend trop de temps en période scolaire de faire du sport ou que les équipements sportifs sont trop éloignés. Et on imagine bien que ces deux contraintes qui sont liées au temps disponible, elles augmentent au lycée avec le poids de la scolarité et les temps de transport entre le domicile, le lycée qui est souvent plus éloigné, et les établissements sportifs qui augmentent aussi. Les décrocheurs déclarent les subir davantage et ce sont des facteurs qui expliquent probablement au moins en partie leur abandon du sport régulier. Donc on arrive à la conclusion. Alors que faut-il retenir de ces travaux? Quels sont les leviers qui ont été identifiés ou confirmés par ces études statistiques? Bah, d'abord, ces deux études, elles montrent que les mêmes phénomènes semblent à l'œuvre tout au long de l'enfance et de l'adolescence, puisque les facteurs qui expliquent le fait d'être ou non un pratiquant régulier sportif à 14 ans, ce sont les mêmes qui continuent de jouer sur le décrochage sportif entre 14 et 18 ans. Donc, évidemment, dans les enquêtes, on observe l'influence de ces facteurs à 14 ans, mais on peut imaginer que c'est le résultat d'une construction progressive tout au long de la vie du rapport au sport. Alors, quels sont ces facteurs principaux identifiés? D'abord, on a le genre, évidemment, les écarts observés entre filles et garçons qui restent très élevés, même une fois qu'on a contrôlé des autres caractéristiques observées dans les données et qui renvoie à la question des stéréotypes de genre, ces normes sociales qui sont subies ou ressenties par les jeunes filles et qui les éloignent du sport, ces mêmes normes qui, tout à l'inverse, peuvent pousser les jeunes garçons vers le sport. Deuxième facteur très important, l'intensité du lien personnel et familial au sport. Donc, en ce qui concerne le lien personnel au sport, on a vu que le décrochage touche plus, ceux qui pratiquaient moins souvent et de manière moins encadrée. Et en ce qui concerne la transmission familiale, on a vu que l'influence de la famille, elle joue un rôle clé de deux manières. Et je reprends ici les termes d'un article sur la transmission culturelle au sein de la famille. Ces deux manières, elles sont l'inculcation, le fait d'avoir une pratique conjointe sportive dans l'enfance entre les parents et l'enfant, ou l'imprégnation, c'est-à-dire le fait d'agir par l'exemple, d'être soi-même de son côté un pratiquant sportif régulier. Ça permet à l'enfant d'avoir un lien plus fort au sport. Donc évidemment, ces facteurs, ils sont fortement corrélés au milieu social d'origine. Donc c'est par ces facteurs-là que s'imbriquent les inégalités sociales de pratiques sportives entre les adolescents. Et enfin, l'image du sport. Donc, en positif, on relève vraiment dans les différences qui sont citées l'importance de l'amusement et du plaisir. Le sport, ça doit rester un jeu. Et ensuite, le rôle social du sport, le fait de pratiquer avec des amis qui semble vraiment important. Et en négatif, la compétition, l'exigence de la performance, la contrainte de temps qui augmente au lycée, et puis les cours de PS dont l'image se dégrade fortement entre le collège et le lycée pour les pratiquants comme pour les non-pratiquants. Et ça, ce sont autant de résultats qui renvoient à la question de savoir si l'offre sportive que l'on propose aujourd'hui aux jeunes est adaptée à leurs demandes. Voilà, cette présentation est terminée. Je remercie encore juste une fois Jean-Paul Caille de son appui pour préparer cette présentation et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathilde, pour la présentation de ces résultats très, très riches et très intéressants et très,
interrogatifs, sans doute, pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes très nombreux en ligne à nous suivre aujourd'hui et je vous invite à continuer à poser vos questions sur le petit onglet Q&R et je pense que Mathilde sera tout à fait disposé à y répondre pour les quelques minutes qui vont nous rester jusqu'à la fin de ce rendez-vous de la doc. J'ai déjà plusieurs questions en ligne pour toi. Mais avant d'y venir, moi, je voulais d'abord te remercier pour cette présentation qui, je pense que tu l'as dit au début, mais qui sont intéressantes à double titre. D'une part, parce que je pense que c'est, si ce n'est la première fois, en tout cas, une des rares fois où on a des présentations de données un peu longitudinales avec ces deux enquêtes et qui donnent du coup à voir des formes de parcours. Peut-être que là-dessus, tu pourrais revenir sur la question, enfin, ce point de vue un peu original des données qui sont mobilisées. Et puis, une autre question autour des différences entre garçons et filles, qui semble aussi, à celles et ceux qui nous écoutent, un résultat connu pour partie, mais largement renforcé par les résultats que tu présentes. Donc, sur données longitudinales et puis Ok. sur garçons-filles, qu'est-ce que tu pourrais compléter? Eh bien, sur données longitudinales, effectivement, je crois que je ne l'ai pas dit pendant la présentation, mais tu as raison, Joachim, de le rappeler. Il semble que c'est la première fois qu'on peut mener avec des données de la statistique publique et donc sur des gros échantillons, une étude longitudinale qui permet de regarder et d'étudier l'évolution de la pratique sportive des mêmes personnes. Donc là, en l'occurrence, c'est des adolescents, mais même sur des adultes, ça s'est pas fait encore sur des tailles d'échantillons équivalentes. Donc c'est vraiment une étude très riche pour cela, parce que ce sont vraiment les mêmes personnes qu'on interroge et qu'on observe, à la fois ben, pendant leur enfance sur la pratique sportive qu'ils avaient avec leurs parents, au collège à 14 ans, et puis au lycée à 18 ans. Il y a Euh, aussi... Tu veux que je réponde sur fille garçon, peut-être Oui, aussi? garçon, oui. Non, tu voulais rebondir? Non, non, je laisse sur fil garçon. Oui, sur fille garçon, je cherchais mes chiffres parce que parce qu'évidemment, j'ai pas eu le temps de tout vous montrer dans la présentation. Et notamment les différences qui peuvent exister entre filles et garçons sur les différents items qu'on a vus là. Donc j'ai choisi d'en représenter certains, mais il y a quand même des petites différences qui distinguent les filles et les garçons, qui sont assez intéressantes à relever peut-être en plus. Les filles semblent plus souvent, quand elles décrochent, déclarer les contraintes de temps, les contraintes liées à l'éloignement des équipements sportifs. Alors peut-être que aussi il y a tout l'enjeu du rapport à l'école et à la scolarité qui peut être différent. Elles sont aussi plus nombreuses à déclarer que les cours de PS n'incitent pas à faire du sport et au fait que c'est pas agréable de pratiquer seul. Elles déclarent plus souvent un désamour du sport. Et un des items dont on n'a pas parlé ici, parce il agit de manière un peu, comment dire, euh, différente, peut-être inattendue, mais pas forcément complètement, c'est celui de déclarer qu'il faut exposer son regard aux autres et que c'est ça qui déplaît dans le sport. Donc évidemment, les filles sont plus nombreuses que les garçons à déclarer cet item, mais finalement, c'est chez les filles qui persévèrent qu'on observe encore plus la déclaration de cet item relativement à celles qui cessent de pratiquer une activité. Et c'était déjà vrai, enfin, c'est vrai à 14 ans et pour les 18 ans également? Je ne sais plus, Joachim. Je ne sais plus. Très bien, c'est pas grave. On regardera ça Ok. après. Il y a aussi un autre résultat, et sur le chat, il y a enfin, en ligne des questions qui vont dans ce sens-là, autour du lien aussi au sport que tu as évoqué, le lien de la famille et finalement, l'importance aussi de la famille, de sa relation au sport, sur ensuite enfin, la pratique d'une part et la persévérance dans la pratique par ailleurs. C'est des résultats un peu nouveaux par rapport aux enquêtes qui existaient précédemment. Première question. Et est-ce qu'il y a de ce point de vue-là aussi des différences garçons-filles ou pas? Alors, je suis pas certaine qu'il y ait des différences garçons-filles là-dessus. Hmm. C'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais je pense quand même que ces données, enfin l'enquête AGEC notamment, qui rentre vraiment dans le détail, et puis enfin, toutes les enquêtes auprès des familles aussi qui ont été menées, elles permettent d'aller vraiment loin et de montrer que ce lien au sport de la famille, il joue vraiment dans plein de dimensions différentes, quoi. Hmm. C'est vraiment assez marquant. On peut mesurer plein de choses différentes.
Et tu revenais tout à l'heure, il y a aussi deux, trois questions sur les motivations à la pratique, notamment sur la question de la performance, de la place de la performance, enfin, en tout cas comme facteur justement poussant au décrochage, entre guillemets, comme tu l'évoquais, la question de la performance, de la compétition. Ça aussi, c'est quelque chose de très fort dans les résultats que tu évoquais, à tous les âges d'ailleurs. C'est une Mm, forme de constance, mm. de constante, pardon. Euh, Y compris parmi les pratiquants. y compris par les Mm, pratiquants. Ça aussi, c'est un résultat, je trouve, mm. important et fort à souligner. Euh, une question en ligne, je reprends le fil. Il y en a beaucoup qui arrivent là. Donc, la question de l'inadéquation de l'offre sportive. Tu reviens aussi, je vois que tu cites ce motif comme aussi un désamour du sport sur la, je sais pas si c'est l'inadaptation, mais une forme de Bah, décalage. je dis que enfin, les résultats qui sont ici présentés peuvent poser cette question-là, puisqu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'items qui sont relevés Mhm. sur ce qui déplaît dans le sport et puis sur les contraintes. Ben, ça pose forcément la question de l'adéquation de l'offre qui est proposée aux jeunes à à leur pratique. Peut-être trop d'exigences à la compétition. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Juste pour revenir sur ce point-là aussi, peut-être pour compléter, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, enfin, j'en ai même presque pas parlé, sur le fait justement qu'on relève aussi des écarts assez importants entre filles et garçons, euh, sur le fait on regarde la pratique sportive régulière à 14 ans, mais finalement les filles étaient plus souvent des pratiquantes régulières hors club ou hors licence, hors structure, on va dire. Mhm. Et donc, elles décrochent aussi plus souvent de cette pratique-là. Mais finalement, du coup, est-ce qu'elles n'avaient pas déjà un éloignement à une certaine forme de pratique sportive plus fort dès 14 ans? Et c'est peut-être aussi lié au fait que l'importance du loisir comme comment Oui. dirais-je, approche de la pratique sportive et non pas peut-être la dimension plus Mm, mm. compétitrice qu'on a du côté de la pratique en club sportif, c'est peut-être aussi un élément enfin, qui vient aussi éclairer ce que tu dis là. Il y a aussi ça, hein, la considération du sport comme loisir, moment agréable de partage, qu'on n'aime pas faire seul, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et c'est Ouais. ce qui est vrai d'ailleurs à 14 ans comme à 18 ans, même dans des proportions différentes. Ça, c'est des choses aussi hein, qui viennent, enfin, vraiment très intéressantes, qui viennent éclairer les motivations de la pratique. Euh, petite question, forcément, ma tablette s'est arrêtée, mais c'est pas grave, j'ai noté les questions là. Il y a aussi la question des équipements qui sont comme l'éloignement des équipements qu'à un moment tu évoques comme Oui. motif, enfin que les jeunes évoquent comme motif de décrochage sportif. Est-ce que il y a des éléments un peu d'explication dans l'enquête ou est-ce que les travaux par ailleurs qui peuvent être menés par ta mission, par la MEDES, viennent, viennent éclairer cette question de l'offre finalement, de l'offre sportive? Alors, dans l'enquête, on n'a pas tellement plus d'éléments. Peut-être qu'on pourrait regarder en fonction des lieux d'habitation des jeunes. Néanmoins, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait. Dans les autres travaux que mène l'INJEP, on n'a rien de spécifique aux adolescents, mais quand même, on étudie évidemment l'implantation des équipements sportifs sur le territoire et on voit bien qu'il y a de très fortes inégalités en termes d'implantation de ces équipements. Et on sait aussi par ailleurs que l'entrée au lycée, ça peut encore compliquer des choses, puisque ça allonge les temps de transport domicile-établissement scolaire. Et que donc, les contraintes de proximité de ce troisième lieu qui est l'établissement sportif, l'équipement sportif, pardon, elles s'accroissent, forcément. Et sur cette question sur la possible inadéquation de l'offre sportive qu'on évoquait là, par rapport aux attentes des adolescents, est-ce que, donc il y a une question en ligne d'Éric, est-ce qu'il y aurait des données sur par ailleurs des données disponibles dans les enquêtes que tu conduis, que vous conduisez à la MEDES ou par ailleurs, sur cette question de l'inadéquation de l'offre sportive, vos attentes, à ta connaissance? Alors là, quand j'émets enfin, quand je Mm. soulève la question de l'inadéquation de l'offre, on est vraiment sur
le type d'offre qui est D'accord. proposé. Donc, c'est vraiment très subjectif et qualitatif. Et en fait, cette question, elle est soulevée parce que justement, on a posé la question aux jeunes sur ce qui leur plaît et leur déplaît dans le sport et qu'on a l'impression qu'on identifie des choses qui relèvent voilà, de cette perception, en fait. C'est pas sur l'offre en tant que offre disponible, nombre de clubs, tout ça. Donc ça, c'est autre chose qu'on peut étudier par ailleurs, effectivement. Et alors, il y a des questions en ligne sur la composition de la famille. Je ne sais pas si l'enquête, Oui, des réponses, famille monoparentale, parents divorcés. Il y a aussi parce il y a le poids de père et de la mère qui va très clairement exposé dans les résultats que tu as projetés. Est-ce que la composition familiale elle-même est un facteur qui peut jouer? alors, il me semble, mais je vais revérifier dans mes chiffres, que c'est un peu comme le milieu social. C'est évidemment quelque chose est qui est visible en termes d'écart brut, mais que en fait, quand on regarde les écarts nets, on n'a plus vraiment de différence selon les types de familles sur l'abandon de la pratique sportive, par exemple. Là, j'ai le tableau et si quand même un petit peu. On a quand même encore un peu plus la famille est grande et plus ça semble avoir un impact négatif sur la pratique sportive. Mais c'est pas aussi fort qu'en écart brut. D'accord. Et pardon, c'est un peu, je passe d'une question à l'autre, enfin, d'un thème à l'autre, parce que c'est au rythme des questions qui m'arrivent en ligne. Tout à l'heure, on parlait des amours de la compétition, enfin, sur les critères un peu Oui, négatifs de décrochage. Tu l'as rappelé, je crois, notamment sur la deuxième enquête, il n'y a pas d'indicateur sur ce qui est fait pratiquer. Enfin, il n'y a pas sur ce que le d'indicateur sport permet. qui Oui. permet ou l'amour de la compétition. Peut-être qu'il y a certains aiment aussi la compétition. Majoritairement, c'est un facteur de C'est pas décrochage, dans mais les systèmes proposés, il me semble. Mais il y avait, oui, ben, tout ce qui était lié à l'acquisition de compétences, enfin, donc, qui peut peut-être. Oui. Et est-ce qu'il y a des... je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais il y a la question des politiques publiques, parce que tout ça pose aussi des questions de l'adaptation de l'offre Mhm. par, par les fédérations sportives, la pratique en club, pour répondre effectivement à ces aspirations un peu particulières des jeunes. Mais il y a aussi la question, pardon, la question des politiques publiques, de l'accompagnement. Il y a peut-être des choses à faire là, puisque finalement, les présentations que tu as faites montrent une certaine constante, hein, ce qu'on repérait déjà, ce que tu as indiqué déjà à 14 ans, d'une certaine manière, est encore là d'une manière un peu diverse à 18 ans. Donc il y a peut-être un âge spécifique ou une catégorie d'âge spécifique sur lesquels peut-être les politiques publiques pourraient intervenir pour venir effectivement pallier les difficultés à la pratique, en tout cas accompagner cette question du décrochage. Bah alors, dans les données de cette enquête, on ne peut pas identifier un âge, on est déjà 14 ans, c'est déjà tard. En fait, il aurait peut-être fallu avoir un point plus tôt avec des données équivalentes, ça aurait été intéressant pour savoir si on peut identifier un point de bascule plus précis. Là, en fait, en l'occurrence, là, on regarde le décrochage entre 14 et 18 ans, mais quand on regarde les non-pratiquants à 14 ans, peut-être que c'était déjà des décrocheurs entre 10 et 14 ans. Les données ne permettent pas de le dire. En termes d'évaluation de politique publique, bah, ce que je peux quand même dire, c'est qu'à l'INSEP, on mène actuellement une évaluation et une enquête auprès des personnes qui sont des familles qui sont bénéficiaires du passeport, qui est un chèque qui permet d'inscrire son enfant sous condition de ressources en club. Voilà. Et donc, on va publier, j'espère, des résultats cet automne qui permettront peut-être d'en dire plus Et sur ce type de dispositif. et sur la question du décrochage, peut-être pas. Sur la question Comme du réponse, décrochage. comme un élément de politique publique pouvant minorer le décrochage potentiel. Bah, le passeport, ça peut agir dans différentes dimensions. Ça peut inciter des jeunes qui n'ont jamais pratiqué à se mettre à la pratique, mais ça peut aussi permettre de poursuivre une pratique qu'on allait cesser. Enfin, je ne sais pas. Très bien.
Alors, il y a une question d'Emeline sur un autre aspect qui est un aspect que tu n'as pas évoqué. Je ne sais pas s'il est présent dans l'enquête, la question de la prise en compte du handicap et donc du lien entre pratique enfin, et non pratique liées à la question du handicap. Je ne sais pas si les deux enquêtes ou l'une des deux permet d'aborder ce sujet-là. Alors, dans cette enquête, enfin, dans ces enquêtes-là et dans ces données-là, on n'a pas suffisamment d'effectifs de personnes concernées pour pouvoir produire des résultats intéressants et significatifs. Mhm. En revanche, pareil, au programme de travail de l'INGEP, on a cette année une étude sur la pratique sportive des personnes en situation de handicap, qui est possible grâce à une enquête du service statistique du ministère de la Santé, l'adresse, qui a mené une enquête spécifiquement auprès alors en population générale, mais avec un échantillon suffisamment important de personnes concernées par des situations de handicap pour qu'on puisse faire ce type de travaux. Et donc là, on va plutôt être sur des adultes, mais on va sortir une étude sur ce sujet à l'été, j'espère. Et dans la suite, donc un peu dans la suite de ce que tu évoques là, donc des travaux qui arrivent à l'été, et il y a d'autres travaux que vous avez prévus en continuité de ces travaux concernant le décrochage ou le Bah oui, oui. rapprochage. Déjà, ce qu'on n'a pas fait, donc là, vous l'avez sûrement noté, mais donc on a regardé les pratiquants et les non-pratiquants sportifs à 14 ans avec l'enquête AGEC. Avec l'enquête Jeune et Orientation, on a regardé ceux qui pratiquaient à 14 ans et qui cessent de pratiquer à 18 ans, mais finalement, on n'a pas étudié, et Jean-Paul K, il va le faire cette année, la pratique sportive des lycéens qui pratiquent, enfin de Mhm. ceux qui pratiquent régulièrement à 18 ans. Mhm. Regarder plus en détail quelle est leur pratique, est-ce que le volume de pratique, je ne sais pas, a diminué, quel type de sport ils pratiquent, relativement à ceux qui pratiquaient à 14 ans ou même à ceux qui ne pratiquaient pas à 14 ans, puisqu'on voit aussi que certains, peu nombreux, mais quand même, se mettent au sport entre les deux. Mhm. Donc, Et là, tu as parlé de la pratique en club et pas en club, enfin, pratique fédérale ouais, et non fédérale. D'ailleurs, un phénomène plutôt caractéristique pour les jeunes adolescentes, tu évoquais hors club, je veux dire, ouais. dès 14 ans et puis après. Ce phénomène du décrochage que tu as évoqué et que tu as évoqué par tes deux enquêtes, c'est aussi des choses qu'on voit se caractériser dans l'évolution aussi Au niveau des des licences. licences. Alors, oui, 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 justement, on a regardé un petit peu là sur les données récentes et il semble bien. Alors, le décrochage sportif à l'adolescence, il s'observe sur les licences depuis très longtemps. Et là, il semble que, au moins sur les données récentes, mais il faut qu'on travaille un peu plus Mhm. pour savoir, on a aussi un décrochage plus important pour les filles que pour les garçons dans pas mal de fédérations. D'accord. Voilà, et sur ce sujet, oui, des licences, donc pour rappeler juste qu'on publie ces données à l'été. Donc voilà, on aura bientôt des nouvelles données plus précises. Plutôt des licences sport co ou sport individuel? Pour le Le décrochage, décrochage. je pense pas que ce soit Pas ça qui différent. soit déterminant. Ouais. D'accord. Bah, de toute façon, les filles et les garçons sont, enfin, c'est très différent les taux de pratique selon le sport entre filles et garçons. Donc après, il faut regarder. Non, je pense à ça parce que pour un des motifs évoqués tout à l'heure, c'était faire du sport tout seul, Ah oui, était un c'est motif de vrai. décrochage. Mhm. On peut, je sais pas, intuitivement, lui, peut-être qu'il y a quelque chose sur les sports collectifs ou les sports individuels. Enfin voilà, peut-être une piste pour Ok, pour un traitement à venir. Et on le fera dans un prochain rendez-vous de la doc. peut-être. Peut-être. Euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter, on arrive bientôt au terme de notre rendez-vous de la doc, de cette présentation, quelque chose sur l'enquête ou sur les résultats que tu souhaiterais rajouter. Je rappelle que les deux études que tu as citées sont en ligne sur le site internet et que dès à présent, elles ont été aussi rappelées, les liens ont été rappelés sur le chat, mais que vous pouvez tout de suite les consulter en ligne si ce n'est pas déjà fait. Bah, peut-être juste deux choses. Donc, pour dire qu'effectivement, c'est vraiment grâce à ces données du service statistique du ministère de l'Éducation et des enquêtes et de la collaboration qu'on a pu avoir ensemble qu'on peut produire ce type d'études. Donc, j'espère
qu'on pourra le refaire, refaire à l'avenir et peut-être notamment pour les plus jeunes. Je ne sais pas si si c'est quelque chose qui sera possible ou pas. Et peut-être aussi dire que du côté de ce service statistique du ministère de l'Éducation, il y a des travaux aussi assez intéressants en ce moment. Une partie est déjà parue et une autre partie va paraître prochainement, je crois, sur les évaluations d'EPS qui ont été menées dans certains établissements au collège et au lycée l'année dernière. Voilà, Et qui viendront peut-être éclairer l'item sur les cours de PS que tu évoquais tout à l'heure comme un élément peut-être, je ne sais pas. d'amour ou de désamour de la pratique sportive en milieu scolaire. Très bien. Eh bien, merci encore pour cette présentation. Merci pour ces beaux résultats. Il nous reste à vous remercier à toutes et tous. Vous étiez je vais vous dire, hein, plus de 150 à être en ligne aujourd'hui pour la présentation de ces deux études. Et j'espère que vous serez tout aussi nombreux pour les prochains rendez-vous de la doc prévus d'ici l'été, à une date que vous découvrirez sur notre site internet ingep.fr. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain rendez-vous de la doc. Et puis, je vous invite toutes et tous à aller télécharger et lire les deux études que Mathilde Clément nous a brillamment présentées ce midi. Merci à tous et à bientôt. Merci.